Voici comment ça fonctionne. Donc, à deux voix avec Marie-Pierre Barré qui va intervenir après toi. Tu vas nous expliquer un peu quelle est l'histoire de cette forme urbaine qui pour nous est si particulière, si curieuse, cette forme urbaine qu'on retrouve donc au sud de la frontière. Tu vas nous faire un historique de cette forme. Tu es historienne, Anna. Tu as publié divers ouvrages, ça fait longtemps que tu travailles sur l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme au Pays Basque. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que tu feras plus référence à la ville de Bilbao, hein. Tu es professeur à l'École supérieure technique d'architecture de Saint-Sébastien. Et je vais donc te passer la parole pour cet exposé qui s'intitule Urbanisme, politique du logement, forme urbaine, de l'ensanche du milieu du 19e à la loi foncière basque de 2006. Bonjour, bonjour. Je remercie à l'organisation de m'avoir invité pour ce cours d'été, pour intervenir de ce côté de la frontière. J'espère que ce que je vais vous dire soit utile pour le débat. Je vais vous parler donc de l'urbanisme et la politique de logement et de la forme urbaine en Espagne. Et je vais partir au milieu du 19e siècle, qui est l'époque où en Espagne, on a vu apparaître la nécessité d'étendre, d'agrandir les villes, les quartiers médiévaux des villes, parce que les gens arrivaient en ville pour travailler dans l'industrie. Donc à partir de là, on a constaté un manque énorme de foncier euh, consacré au logement. Et donc, la problématique était la suivante, c'est-à-dire ici, vous voyez une famille avec les enfants, la mère, il y a on voit 5 enfants, la grand-mère, qui sont tous dans la même pièce. Donc, la solution par rapport au manque de logement de bon marché, c'était de louer une pièce dans une maison. Et chaque famille vivait dans une seule pièce. Cela signifie que la ville devenait tout d'un coup beaucoup plus dense et que dans un immeuble qui était conçu pour accueillir 4 familles, accueillait en fait 40 familles. En quelques années, cela a provoqué une catastrophe hygiénique et sanitaire parce que c'était des personnes qui travaillaient très longtemps, qui mangeaient assez mal et qui étaient donc assez vulnérables aux maladies et dans un milieu très densifié où les eaux fécales étaient versées dans les rivières, dans les cours d'eau, on avait tous les étés une épidémie de typhus ou de choléra, etc. Donc, c'est vrai que la densité de population d'une population relativement pauvre dans la zone urbaine, en fait, donnait lieu à des épidémies et cela provoquait des problèmes dès que les épidémies sautaient du côté bourgeois de la population. Et donc, on a mis en place des politiques pour mettre en place, construire un petit peu, et agrandir les villes hein, pour résoudre le problème et avoir une densité un petit peu moins importante. Donc, par rapport le plan le plus important, c'est le plan d'agrandissement de la ville de Barcelone de 1859. Et il s'agissait d'obtenir une programmation pour pouvoir avoir un foncier suffisamment grand pour pouvoir construire. Et là, vous avez la ville. La partie sombre, c'était ce qui était construit à l'époque. Ce qui est plus clair, c'est ce qui était prévu en nouvelle construction. Pourquoi est-ce que cette ville est si étendue? Pourquoi Alfonso Cerda, qui a reformulé la science urbanistique, a abouti à ce projet? Parce que sa façon de penser
concernant la politique de logement en zone urbaine était la suivante. Il a exposé dans ses ouvrages. Euh, c'est la suivante. Donc, il y a très peu de sol disponible, le sol est trop cher, et donc les populations pauvres ne peuvent pas construire. Et la seule façon de faire baisser le prix du foncier, c'est de laisser les promoteurs libres et faire jouer l'offre et la demande. On va donc augmenter l'offre de foncier pour que, comme la demande va augmenter, l'offre va augmenter, cela va faire baisser les prix. Donc ça, c'est l'idée de base de tous les agrandissements en Espagne à la moitié du 19e siècle. Et c'est une politique qui va être maintenue jusqu'au 20e siècle. Et actuellement, c'est encore une formulation, un principe qui, qui qui fait que beaucoup de gens y croient. Il y a beaucoup d'adeptes de cette politique. Euh, et donc par contre, ce jeu de l'offre et de la demande, pour qu'il soit réel, en fait, il aurait fallu d'autres critères. Donc, le cas que j'ai moi-même étudié met en lumière parfaitement ce fait. Ici, vous avez l'agrandissement prévu par Ansola en 1876 à Bilbao. Donc la période écoulée entre l'agrandissement de Barcelone et Bilbao. À Bilbao, il y a eu deux guerres carlistes et il a fallu attendre la fin des guerres carlistes pour pouvoir commencer à construire et à étendre la ville. Vous avez ici la vieille ville de Bilbao et ici Abando. Donc Abando, c'était une autre commune et avant la commune d'Abando ne voulait pas laisser la ville de Bilbao s'étendre. Donc, vous avez ici le plan d'agrandissement, et pour que l'urbanisation atteigne cette zone, on avait 60 000 habitants, 70 000 habitants à l'époque, et donc on a commencé à construire un deuxième nouveau quartier en 1924. En 1924, Bilbao n'arrivait pas là, à cette ligne. On voit? Non, d'accord. Donc, d'accord. Donc, Ansola disait qu'en 1924, Bilbao était arrivé là et la ville avait 76 000 aurait 16 000 habitants et serait parfaitement construite, entièrement construite. Donc, en 1920, ça c'est la situation en 1924. Ici, on a une zone entre les On a 140 000 habitants et il manquait encore la moitié du projet d'agrandissement. En 1902, pardon, en 1900, on réalise cette extension et voilà. On n'était pas encore arrivé jusque-là, hein. C'est une extension qui est faite vers le haut. Pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi une aussi bonne idée n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné parce que pour pouvoir construire, il faut d'abord urbaniser les sols avant de construire. Il faut euh, poser les réseaux d'assainissement, il faut avoir des voies de communication, euh, et il faut faire des terre-pleins, il faut prévoir les voies de communication, les trottoirs, etc. Il y a donc tout un travail préalable avec les fondations, pour pouvoir ensuite construire des bâtiments sur les terrains. Mais c'était des choses qui étaient faites petit à petit. Ils avaient un budget précis, un budget limité, parce que la loi de l'extension qui continuait sur les idées de Cerdan ne prévoyait pas de mécanisme de collecte de fonds de la part des mairies pour pouvoir urbaniser les sols plus rapidement. Et donc l'urbanisation était très lente et la construction suivait. Parce que quand on arrive en 1900, en l'an 1900, on a constaté que le développement de la ville était beaucoup plus lié avec la spéculation sur le foncier, que les propriétaires se mettaient d'accord pour faire avancer des segments de rue. Et donc, tout ce qui se faisait sur les terrains privés
euh, en fait, peut poser énormément de problèmes pour pouvoir progresser. À Saint-Sébastien, c'est un peu différent parce qu'on a au centre de la ville, l'extension, les nouveaux quartiers, a été construit sur une zone de sécurité et en 1873-74, cette zone de sécurité a été éliminée. Donc la ville a été construite sur un sol public que la mairie change contre avec le ministère des Armées dans la zone d'Ondarreta. Et donc, mais Et, et donc, en général, il y a eu des gros problèmes pour pouvoir faire avancer l'urbanisation. En 1900, on a déjà vu que la loi d'extension était un échec et que la population ouvrière qui arrivait en grand nombre à Bilbao, mais aussi à Madrid et à Barcelone, qui venait travailler dans les industries, ne pouvait pas se loger correctement. Euh, Ils s'entassaient dans des quartiers où la densité de population augmentait, où il y avait de moins de contrôle, de plus en plus de problèmes, et il y avait des épidémies tous les étés, et cela ne faisait réagir les autorités que quand les épidémies sautaient du côté bourgeois de la population de la ville. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que l'Institut, dans le domaine on a donc l'Institut de réforme sociale en Espagne, a envisagé de mettre en place une politique de logement bon marché qui a été mise en place en 1911 et elle prévoyait une séparation entre la politique du logement et la politique d'extension, c'est-à-dire elle a coexisté avec la politique de 1900, enfin, la politique antérieure, qui était très semblable à la loi de promotion du logement qui s'est développée jusqu'à la guerre civile. Donc, la loi de politique du logement envisageait de sortir de la ville, trouver des terrains moins chers, donc des terrains en pente, des terrains plus difficiles d'accès, ou qui allaient coûter moins cher, où on allait pouvoir construire des logements mais à minima, disons. C'est rien à voir avec ce qu'on a appelé logement à minima dans le mouvement moderne avec d'autres urbanistes. C'était vraiment des logements à minima, et vous avez un exemple ici. Ça, c'est le quartier de la Cruz, le premier quartier ouvrier qui a été construit à Bilbao et qui a été promu par une société de bienfaisance. Donc, et vous voyez qu'il y a des pièces avec une petite cuisine, des chambres, une petite cuisine et une galerie extérieure avec l'escalier. Et, et il y avait également des WC. Donc, c'est un petit peu une réduction de ce qu'on peut appeler un logement normal. Et l'anecdote, c'est que quand les ouvriers sont commencé à occuper ces logements, ils disaient qu'ils voulaient avoir des couloirs, comme c'était le cas des logements de l'extension bourgeoise. Et, et un petit peu le grand succès de l'architecture moderne, c'est justement retirer le couloir parce que cela prend de la place et inventer des formes de circulation à l'intérieur du logement qui soient plus efficaces. Et donc, ça, c'est l'exemple du du quartier de la Cruz, de la Croix, de Bilbao. Ça, c'est un autre exemple promu par la mairie de Bilbao. En ce qui concerne la promotion, cette loi des logements bon marché, a été mise en place à un moment, une époque où les autorités euh, avaient peur, en fait. Donc, ils avaient peur parce qu'ils ne voulaient pas créer de grands quartiers ouvriers qui seraient susceptibles ensuite de mettre en place des organisations ouvrières avec des grosses manifestations et remettre en cause donc l'autorité bourgeoise. Ils ont donc mis en place des petits quartiers de moins de 40 logements. Ils se sont vite rendus compte que c'était pas possible. Mais ils se sont rendus compte également qu'entre les promoteurs privés et les promoteurs publics, la loi a toujours favorisé les promoteurs privés pour qu'ils puissent recueillir les bénéfices économiques de cette loi. Quand une mairie veut être
veut prendre la promotion en main, en fait, c'est toujours c'est le dernier. Parce qu'elle considérait que c'était une concurrence déloyale par rapport aux promoteurs privés qui le faisaient les choses bien. Et donc, c'est un petit peu donc la loi en fait avait peur du pouvoir public, des pouvoirs publics. Donc la première loi des logements bon marché était prévue pour avoir des logements de moins de 3 000 € par an, mais en fait les contrats de travail de l'époque n'assuraient pas des contrats de travail à long terme, et donc les gens ne pouvaient pas se payer un logement avec un crédit à long terme. Et donc cette politique de logement visait moins les ouvriers que les employés, parce que dans les années 1920 et en Espagne, en 1923, la dictature de Primo de Rivera, on considérait que les employés constituaient une classe moyenne. Et si les employés devenaient des prolétaires, c'est-à-dire que leurs conditions de vie, de logement, etc., diminuaient, cela allait poser des problèmes pour les autorités. Et donc, ils ont essayé d'améliorer les conditions de vie des employés, et ils ont essayé. Et la loi des logements bon marché, donc, a prévu euh, un plafond au début c'était 3 000, ils sont passés à 6 000, ensuite à 11 000 euros pesetas pesetas par an. Et donc, ici, on passe à la loi de 1921, la loi euh, euh, accordait plus de crédit à un autre modèle d'urbanisation. C'est le modèle des coopératives, c'est-à-dire ce sont des coopératives sans but lucratif qui vont. Donc ici, vous avez la ville Jardin de Bilbao qui a été promue par la mairie de Bilbao. Et ça, c'est un coteau, hein, c'est un terrain en pente, et on passe à un modèle différent et on arrive à un modèle de maison individuelle. C'est donc la classe moyenne. Ici, vous avez une maison individuelle de l'époque. Ce sont des maisons adossées, hein. Et moi, j'ai visité, et il y avait une propriétaire, quelqu'un qui vivait dans un de ces maisons. Elle disait qu'il y avait 300 mètres carrés utiles, hein. C'était une politique de logement qui était. Donc ici, c'était une maison qui était réservée aux employés de la mairie. Donc ici, vous avez des rues. C'est un modèle de ville-jardin avec des rues en courbe. Et c'est donc un exemple de politique du logement qui s'adressait aux employés. Donc je vais être assez brève. Et Et pendant ce temps-là, l'urbanisme, dans les années 1920, donc ici vous avez le plan de Bilbao avec les zones voisines. Ici vous avez ce qui est en noir sont les zones construites en 1920. On voit qu'il y a encore beaucoup de zones non construites. Ici vous avez les communes euh, voisines. Et ici, Ricordo Bastida, qui était l'urbaniste le plus intelligent de l'époque, en fait a fait un saut et euh, a proposé un plan d'urbanisme cantonal, c'est-à-dire il disait que il y avait des communes. Bilbao, c'est une ville couloir qui est organisée des deux côtés du cours d'eau, de la Ria. Et donc Bastida a conçu la Bilbao de l'avenir en disant il va falloir mettre en place des voies de communication interurbaines, et que ici on avait déjà en 1923, on avait déjà une ville sur 14 kilomètres et donc il a publié un article dans la revue Architecture de Madrid, et il a eu un grand succès. C'était une idée qui était basée sur l'autorité du conseil provincial du Guipúzcoa, qui avait la compétence des voies de communication et des voies d'eau également. À l'époque, la députation, donc le conseil provincial, n'avait pas de plan d'urbanisme, mais Bastida, qui a été vraiment le premier urbaniste de la ville de Bilbao, qui a changé le modèle de ville, disons, d'une, euh, d'un nouveau quartier basé sur les pâtés de maison. Il a vu beaucoup plus grand.
Disons que par rapport au plan que vous avez vu tout à l'heure, il a participé à l'appel d'offres et dans son mémoire, il a dit qu'il n'y avait pas de sens de continuer à penser comme euh, en s- un tapis qui occupait des sols différents et du foncier différent. Et il a dit qu'il faut voir la ville dans sa globalité. Et donc, il a mis en place un plan efficace. Euh, et en 1936, la guerre civile l'a interrompu, a détruit vraiment très gravement le pays, en particulier dans le nord. Ici, vous avez l'exemple d'Eibar qui a été euh, totalement ruiné. Et donc, à partir de là, il y a une situation nouvelle. On n'avait plus autant de problèmes d'hygiène, mais c'était un problème de survie. Et donc, à partir de là, il y a eu deux choses importantes en Espagne qu'on n'avait jamais vu en Espagne. L'État est devenu promoteur. euh, Après 30 ans d'un État où tout le monde considérait qu'il était dangereux que l'État soit un promoteur, et après la guerre civile, avec la droite la plus radicale, c'est l'État qui a pris les choses en main et qui a commencé. Ils n'ont pas payé des promoteurs pour qu'ils construisent, c'est l'État lui-même qui a commencé à construire. Et on a eu donc la mise en place de la direction du logement qui dépendait de la direction de l'urbanisme. Et c'était une époque où il y avait vraiment très peu d'argent disponible. Et on a commencé à mettre en place des promotions de logements publics. Ici, vous avez l'un des meilleurs quartiers d'Amara, de Saint-Sébastien. C'est une promotion de logement public. Le régime de Franco avait évidemment un modèle esthétique lié à l'Escorial, à Philippe II, à l'époque du roi Philippe II. Ici, vous avez les chapiteaux en haut qui sont avec les murs en briques apparentes. Ici, vous avez un zone, pardon, une zone publique avec une place centrale à arcade qui est présente dans toute l'Espagne. Et à partir de là, combien il me reste de temps? D'accord, d'accord. Donc, euh, je- j'ai fait des recherches toute ma vie et maintenant j'ai plus que 6 minutes pour expliquer le résultat. Donc, euh, par rapport à différentes structures, l'agence officielle du logement, etc., le syndicat du logement, donc il y a eu une promotion de logement, c'était lié à l'urbanisme et à partir de là, euh, le département du logement était séparé de l'urbanisme et donc c'est un secteur l'urbanisme a beaucoup avancé à cette époque-là. C'est le directeur général de l'urbanisme qui a été entre 39 jusqu'en dans les années 50 et 60, ça a été Pedro Vidaor, c'est une personne du Guipuscoa, il connaissait très bien, c'était une personne du franquisme, hein, c'est un personnage du franquisme, et c'était un bon urbanisme. Et il a proposé un modèle urbaniste basé sur le modèle allemand. Et c'est un modèle qui n'avait rien à voir avec l'extension du 19e siècle et qui est basé sur ce qu'on voit ici. Ce modèle permettait de se baser sur un plan similaire au plan de Bastida qu'on voit en haut, mais on voit des couleurs parce que c'est la première fois qu'on introduit la possibilité de définir en amont l'usage de chaque parcelle. Et cela débouche sur l'idée de classification du sol et cela débouche sur les statuts juridiques de propriété foncière. Donc, si quelqu'un en fait a son jardin et il y a un plan municipal qui arrive et le plan lui dit à cette personne qui a son jardin, vous pouvez vous allez pouvoir vendre votre terrain et ça va vous rapporter tant. Mais votre voisin, votre cousin qui plante ses laitues à côté, à partir du plan municipal, en fait, peut construire des bureaux. Donc, voilà. Par rapport à la vision de l'extension
19e siècle, c'était impossible. Et donc, ça, c'était vraiment une vision totalement nouvelle et qui a permis de faire apparaître en 42 l'idée du plan avec une ventilation qui est spécifique à l'Espagne, c'est-à-dire un plan spatial et un plan spatial global qui est divisé en petites unités. Et initialement, Pythagore se base sur des décrets-lois, des lois euh, étatiques. Et au fil du temps, on voit apparaître la loi de l'usage du sol en 1956 qui essaie de réserver un très grand contrôle à l'administration. C'est un contrôle total et c'est une loi très efficace et beaucoup de mairies l'ont mal appliquée parce que celui qui fait la loi fait également peut contourner la loi. Et donc beaucoup de mairies contournent cette loi parce que à Benidorm, par exemple, on a des gens très intelligents, ont construit des gratte-ciels. Et en 1966, on voit un petit peu, c'est une adaptation de ces principes. Il n'y a pas de changement de principe. On continue à, l'administration garde son contrôle total sur l'usage du sol. Et à partir de 78, il y a la mise en place des communautés autonomes et chaque communauté autonome peut décider de la loi applicable sur son territoire. C'est donc une loi antilibérale. Et il y a donc des communautés autonomes en Espagne qui vont choisir des modèles plus libéraux avec un développement et où on veut euh, confier le développement urbain au secteur privé et également, la loi suivante est un petit peu la petite fille de la première loi de l'après-franquisme. Et donc, les lois de ce type sont durables là où il y a très peu de territoire, le territoire est très construit, ce sont des zones très sensibles et il y a une grosse pression. Donc, ce type de loi est très importante si le secteur public veut intervenir par rapport aux promoteurs privés, au secteur privé. Donc, de ce point de vue-là, c'est une loi, moi je suis du Guipuscoa, c'est une loi très utile pour pouvoir avoir un contrôle, pour que les administrations puissent avoir un contrôle sur un territoire qui est déjà très construit, qui est très sensible. Mais dans les régions où la pression immobilière n'est pas aussi importante, et par exemple Soria, ce type de loi n'est pas applicable. Et c'est un bon exemple, c'est là qu'il faut laisser les promoteurs privés pour qu'ils puissent construire. Où est-ce que vous voulez construire? Ici, d'accord, si c'est au bord de la route, on va lui dire, par exemple, bon ben, d'accord, dans certaines conditions, vous laissez un espace au bord de la route et vous construisez pas plus de 30 logements à la fois, d'accord. Et c'est vrai que et donc, si on lit, et donc c'est ce qui se passe actuellement. Et je vais terminer. Tout ce processus, donc, s'est fait dans un pays qui n'était pas riche, qui était encore moins riche à l'époque. Et donc, la tendance a été, premièrement, euh, urbaniser les trous qui existaient au lieu de choisir d'étendre, d'amplifier et de construire un logement à basse densité, on a pensé aux services, le ramassage des ordures et la police, les transports. On a fait que les efforts d'urbanisation ont visé essayer de compacter en fait la densité de population pour pouvoir organiser des services plus efficaces, l'éclairage public, les services d'autobus, la police puisse contrôler ces quartiers et qu'il y ait un nettoyage des rues, etc. Et c'est le modèle qui débouche sur ce type de législation urbaine d'urbanisme. Et je veux dire que la politique du logement, moi, je me suis arrêtée après la guerre civile parce que dans les années
70-80, c'est plus sort de mon domaine de travail, la portée de mon travail. Mais c'est vrai que en fait, il faut faire ce qui s'est passé après, c'est que une ville compacte puisse avoir les services et fonctionne correctement. D'accord, merci beaucoup Anna pour cette présentation. C'est vrai que tu as mis beaucoup de problèmes qui restent d'actualité sur la table. Donc, je vais passer maintenant la parole à Marie-Pierre Barré pour nous faire un récit de la partie française. Marie-Pierre, tu es architecte, urbaniste. Tu travailles à l'agence d'urbanisme où tu es amenée à faire. Et donc, tu vas nous parler de cette partie française et je vous laisse donc découvrir la manière dont on aborde le sujet des formes urbaines sur notre territoire et en étant aussi architecte. Bonjour à toutes et tous, en présentiel et ailleurs. Oui, je voulais quand même mettre cette petite image, parce que je trouve qu'elle résume assez bien la situation dans laquelle nous nous trouvons, en tout cas de notre côté français, parce qu'on l'a appelé formes urbaines et sud-aquitains, mais on aurait pu dire formes urbaines en France, mais c'est un lourd défi en une demi-heure, sachant que je ne suis pas historienne du tout, donc j'ai plutôt choisi de prendre cette invitation pas en racontant l'histoire de la forme urbaine, mais plutôt en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait en faire maintenant et quel potentiel en fait on a dans notre territoire. Alors, quand on parle de forme urbaine, on parle de quoi? Tout à l'heure, je crois que dans l'introduction, Denis et Hélène disaient loger, c'est aussi habiter. Et je me suis noté, c'est surtout vivre. Donc la forme urbaine, c'est surtout pas que ce qui est construit, c'est surtout ce qui n'est pas. Ou en tout cas, ce sont les deux réunis qui font ce qu'on peut appeler forme urbaine. Donc du coup, dans ce que je vais vous raconter, qui est un récit, c'était quand même très gentil de dire ça, mais en tout cas, j'espère que une petite histoire, on va dire. L'idée, c'est de toujours être attentif, et vous l'avez dit, je rebondis aussi sur l'optimisation des réseaux, des services. C'est-à-dire aujourd'hui et hier, faire de l'urbanisme, et on verra que ça n'a peut-être pas toujours été le cas, c'est surtout faire que l'on puisse tous bien vivre ensemble. Donc c'est faire un bâtiment, mais c'est faire le jardin qui va avec, c'est faire le commerce qui va avec, la vie qui va avec. Voilà, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est pour dire que parler de formes urbaines, c'est surtout ne pas que parler de construction, mais bien d'aménagement, et vous l'avez dit aussi. Alors j'ai l'impression que c'est hyper bizarre le support, mais c'est pas grave. Il est un petit peu déformé le support. Je vous prie de m'en excuser. Donc juste une petite image qui résume ça, qui dit que quand on parle de forme urbaine, d'abord on ne parle pas que de densité, ou surtout pas que de densité, mais j'y reviendrai parce que nos densités sont en effet très différentes, la manière dont on occupe l'espace. C'est donc parler de nature en ville, surtout aujourd'hui. Il fait chaud cet après-midi et encore insuffisamment, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail là-dessus. C'est parler aussi de mobilité, vous l'avez dit, et notamment de mobilité plutôt très très décarbonée, qui serait donc dite active en France, c'est-à-dire marcher, faire du vélo. C'est mutualiser les usages, c'est-à-dire retrouver finalement ce qu'on a très bien fait dans l'histoire, hein. Même si je ne suis pas historien, je peux dire que nos anciens construisaient mieux que nous, qu'on parle de matériaux ou qu'on parle de mixité des fonctions. C'est-à-dire c'est créer des usages multiples, c'est-à-dire c'est habiter, mais vous l'avez dit aussi, c'est travailler, que l'on travaille dans un bureau, dans un commerce. Voilà, en tout cas, c'est se poser la question d'une mutualisation des usages de la ville, de nos espaces, de nos quartiers. Et puis, c'est travailler aussi, mais vous verrez pourquoi j'avais insisté sur ce point, sur ce qu'on appelle les lisières. Alors là, on l'a mis agri-urbaine parce que l'exemple est plutôt un exemple assez villageois, mais c'est de se dire, et on va y revenir, que en France, en tout cas, on va cesser de s'étendre, on va cesser de consommer de l'espace, et donc à un moment donné, va bien falloir travailler cette couture entre ce qui va être construit et ce qui va se renouveler, une ville finie, hein, comme on dit entre urbanistes, et puis ce qui ne va pas l'être. Et c'est pas si simple parce que souvent c'est créateur de conflits d'usage.
Donc, quelques exemples juste pour se dire que quand même sur nos territoires, parce qu'après je vais peut-être être un peu plus difficile par rapport à nos héritages, même si l'idée est plutôt de dire que notre héritage, de toute façon, il faut le transformer en potentiel, mais c'est de dire qu'on le fait déjà. Donc, quelques exemples pour dire qu'une maison qui pouvait potentiellement ne pas accueillir d'autres usages, aujourd'hui peut accueillir une épicerie, un café, dans une forme où on aurait pu se dire qu'on ne faisait que habiter ou se loger, que se loger. Sur la question des mobilités, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit aussi, l'acte de construire, c'est avant tout l'acte d'aménager au préalable, hein, comment on va se déplacer, comment on va respirer. Donc quelques exemples pour montrer aussi que tout ça est en train d'être pas mal révolutionné, notamment par ces questions de mobilité active, où on repense complètement les espaces publics qui étaient les nôtres. Donc finalement, la forme urbaine, c'est les espaces publics, les espaces collectifs et l'espace tout à fait intime qui est celui du logement. On pourrait aussi et surtout d'ailleurs parler de nature en ville, comment on se réapproprie un certain nombre d'espaces. Il fait chaud, il fera de plus en plus chaud. Nous n'avons pas forcément toujours beaucoup d'arbres. J'ai pu constater, nous avons fait un petit tour assez récemment là dans le Pays Basque avec des élus en vue de construire nos documents de planification à venir. Et nous avons pu constater que beaucoup d'aménagements d'espaces publics avaient été réalisés pour favoriser notamment les mobilités, mais qu'ils avaient donné très peu de place à la nature, ou trop peu de place à la nature, bien qu'assez récent comme aménagement. Donc, par exemple, la question c'est bien de marcher à pied quand il fait 40 degrés, c'est mieux quand le parcours est un peu ombragé, on appelle ça un peu parcours de fraîcheur, et là, on n'y est pas tout à fait, donc penser la forme urbaine, c'est bien entendu penser à la fraîcheur aussi, en ville. Et puis, vous avez parlé de remplir les trous. Alors là, c'est un tout petit trou, mais on pourra aussi en reparler. Parfois, en ville, il y a en effet quelques petits trous. Et c'est bien de ne pas toujours remplir ces trous. Pendant longtemps, en planification, on a dit qu'il faut remplir les dents creuses. Pour éviter d'aller consommer de l'espace agricole, il faut construire dans les trous. Alors aujourd'hui, si je fais le lien avec ce que j'ai dit précédemment, il serait bien parfois de ne pas toujours construire tous les trous, parce que les trous, c'est de l'air, les trous, c'est de la fraîcheur, les trous, c'est de la respiration, les trous, c'est pouvoir se rencontrer. Donc en fait, ce n'est pas des trous, ce n'est pas du vide. Trop souvent, on dit la forme urbaine, c'est le vide et le plein. Alors ce vide, aujourd'hui, il n'est pas du tout vide. Il est plein de gens, il est plein de nature, il est plein de liens sociaux. Donc le jour où on arrêtera de parler de vide, je pense qu'on aura déjà bien avancé, mais on a déjà commencé. Je suis pas très bonne en... Alors, et les lisières, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est une préoccupation qui va être assez grandissante. Je vous montrais la première image, hein, c'était une image plutôt d'un bourg, d'ailleurs d'un bourg un peu mis en perspective d'une évolution vers une plus grande densité. Aujourd'hui, on a des espaces en effet naturels, parfois en ville ou agricoles. Comment on peut finalement en profiter sans leur nuire quelque part. Alors, vous avez dit compact. Hélène, quand on a préparé le travail, elle me disait il faut quand même que tu parles de compact parce que l'intervenante précédente va parler de compacité et puis nous, on n'est pas les rois de la compacité. Alors moi, je trouve que quand même, on a été les rois de la compacité. Voilà. Je connais mal l'histoire de l'autre côté de la frontière, mais je pense que nous, ce qui nous caractérise, c'est un certain nombre de grands ensembles, notamment dans les années 60-70, qui était d'une forme en fait très moderne, parce que c'était un mouvement moderne, mais très du 21e siècle, quoi. Voilà, et qu'on ne sait plus forcément tout à fait faire. Je vous montre cet exemple qui est sans doute un peu un emblème, ce sont les Hauts de Bayonne. Mais ce qui est important là de voir, c'est comment en effet cette compacité bâtie permet aussi une forme de compacité d'espace public ou une forme de générosité plutôt que de compacité de l'espace public ou de l'espace partagé. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, nous ne savons plus trop le faire, mais nous avons su le faire, donc sans doute que ce n'est pas très difficile à réinterpréter. Donc plus on ne sait pas faire de la compacité, bon, on a quand même, bon là c'est Biarritz, vous parliez tout à l'heure des gratte-ciel à Benidorm. Alors on n'a pas beaucoup des gratte-ciel, mais on en a quelques-uns, celui-là en est un, souvent décrié. Alors moi, je ne ferai pas le petit sondage, mais souvent, on se demande qui c'est qui habite dans... Où habitez-vous? Et quand on demande ça en France, et surtout dans les territoires dans lesquels nous travaillons, qui sont des territoires, on va dire, allez, très peu compacts, même si je vais caricaturer, à part dans les centres-villes, bah, les gens habitent beaucoup dans des logements individuels, et en fait n'ont pas d'expérience de vie dans les logements collectifs, et surtout pas d'expérience de la hauteur, parce que je vais y revenir, mais faire avec moins de sol, c'est avec
autant de monde, c'est forcément, à un moment donné, faire plus vertical. Voilà. Et on est quand même dans un pays où on a peur de la verticalité, c'est pas nouveau. J'ai coutume de dire des fois qu'on aime bien construire en R-1, c'est-à-dire construire à la cave, en fait, tellement on a peur de la hauteur, alors que la hauteur, c'est magnifique. La hauteur, c'est l'air, pardon. C'est la vue. Et ça, c'est pas possible dans une maison. Des formes urbaines compactes, bien entendu, les formes historiques. Je ne vais pas du tout faire de l'histoire de l'urbanisme, mais on ne fait pas plus compact que les centres-villes historiques. Donc, on a bien su faire aussi, et il y a fort longtemps. Un autre exemple plutôt composé d'une forme qu'on pourrait dire cité-jardin, qui est aussi à Bayonne, et donc une composition urbaine. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore faire de la composition urbaine? On va y revenir, dans un territoire fini. Une autre forme plus qu'on appelle chez nous faubourienne, donc en fait en extension de la ville, qui est aussi la maison de ville, et qui sont des formes aussi extrêmement compactes. Alors on peut voir sur cet exemple, c'est le Saint-Esprit en rive droite de Bayonne, que la compacité sous la forme de maison de ville, elle génère pas beaucoup d'espace non imperméabilisé, elle génère pas beaucoup de nature. C'est une de ses limites peut-être. C'est bien maison de ville, donc c'est pas forcément une maison avec un jardin, en tout cas pas dans des tissus de faubourg de premières extensions des centres-villes. Et donc du coup, ce que vous voyez pas sur la photo, c'est que quand même l'Adour est à 20 mètres, là, à 10 mètres à gauche. Donc c'est pas forcément très désagréable d'habiter dans ces tissus faubouriens, parce qu'en fait, ils ont toujours un rapport avec un espace public de grande ampleur, généreux, qui permet en effet d'avoir de la fraîcheur, de se balader, de se rencontrer. Et puis, une forme est-elle compacte? On peut se le demander. En tout cas, est-elle intéressante en termes de nature? Oui. Mais si vous voyez un petit peu au milieu de l'image, là, et puis je vais y revenir assez largement, alors je ne sais pas comment on pointe sur là, peut-être comme ça. Voilà, on voit que cette forme qui était assez composée, qu'on pourrait dire ici un tissu pavillonnaire. Vous ne voyez pas la flèche? Ah bon, ok. Bon, non, mais je vais prendre ma. Ah non, je ne peux pas prendre ma main. Je ne peux pas prendre ma main. Ouais, mais ça, je suis nul. Bon, enfin, au milieu, vous voyez qu'il y a une petite maison blanche là. Vous voyez qu'il y a plutôt des cœurs d'îlots très jardinés avec des arbres, et puis il y a un petit intrus là. Bon, l'intrus, c'est la division parcellaire sur laquelle je vais revenir. C'est-à-dire de dire ces tissus, ils ne sont pas forcément compacts, par contre, ils ont des valeurs, notamment des valeurs de fraîcheur et de nature. Et ce n'est pas tellement en faisant la seconde maison derrière, parce qu'on imagine que si on le faisait partout, et bien on a perdu toutes les valeurs de ce tissu. Et est-ce qu'on a créé de la compacité? Ce n'est pas vraiment très évident. Et puis, forme urbaine compacte, bah, ça, c'est notre héritage quand même assez classique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pavillonnaire diffus ou la maison diffuse, et c'est quand même une bonne partie de notre territoire. Alors, comment on fait de l'urbanisme dans des tissus aussi lâches et aussi peu composés? Pas évident. Ah, alors, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Denis ou vous qui le disiez. Oui, alors c'est vrai, en France, c'est la maison et c'est un peu la caricature. Alors, je trouve quand même que cette carte, je ne veux pas parler de densité, mais malgré tout, c'est une carte qui montre de la densité d'occupation humaine. Et alors, je ne sais pas si du coup, elle est d'une bonne résolution aussi. Ce que l'on voit quand même très nettement, c'est qu'en fait, côté français, il n'y a pas de blanc dans la carte, ou très peu. Le blanc de la carte, c'est la montagne, quoi. Voilà, mais c'est à peu près tout. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette carte, c'est que quand même, malgré tout, l'héritage avec lequel on va devoir en effet composer maintenant notre ville de demain, ben, c'est vraiment pas du tout le même. C'est-à-dire que même si on peut se retrouver dans les centralités historiques rouges en Espagne ou en France, ce que l'on voit, c'est que nous, on a quand même joint en fait quasiment toutes nos centralités sous des formes très peu, en effet, denses, hein, d'occupation très peu denses, mais qui parfois ont même créé des continuités enfin urbaines, pas du tout calculées, organisées, anticipées, un peu faites de l'initiative beaucoup privée et beaucoup de celle des lotisseurs où on l'a vu aussi, des porteurs de projets individuels qui, comme en Espagne, hein, valorisent leur foncier en le cédant pour faire une autre maison, etc. etc. Non, décidément. Alors, ce territoire il est très peu dense et pourtant il est très attractif. Donc là, c'est plutôt une carte alors, ce sont des cartes qui sont issues du datapass auquel il a été fait référence tout à l'heure. Donc du précédent, là, c'était pas celui sur le paysage, mais plutôt en effet des natures d'occupation et du logement, je crois. Là, cette carte représente des taux de croissance. Et là où elle est
plutôt intéressante, c'est qu'on voit aussi, si on cligne un peu des yeux, même s'il n'y a plus la frontière, c'est que cette croissance, elle ne concerne pas que les centres urbains ou le littoral, en tout cas de notre côté, elle concerne aussi les tissus qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire des tissus extrêmement lâches, extrêmement désorganisés, extrêmement peu optimisés par rapport à la question des services, des réseaux. Vous parliez tout à l'heure de la collecte des ordures ménagères, c'est quelque chose qu'on connaît bien, parce que ça coûte très cher, notamment quand on est très étalé. Mais on pourrait aussi parler de tous les services publics, des mobilités, des transports collectifs qui ne peuvent en fait être optimisables dans ce type d'occupation de territoire. Je vais passer sur celle-là. Alors, c'est un peu caricatural et à la fois je trouve que c'est une bonne caricature. Donc j'utilise à nouveau un dessin de Duverdier que nous avions fait intervenir lors de nos rencontres annuelles, puisque les agences urbanistes sont fédérées au niveau national. Et le thème, c'était cherche jardin avec appartement. C'était dire ô combien le jardin il est presque plus important aujourd'hui, ou l'espace extérieur est plus important quelque part que la cuisine ou le salon. Donc ça, c'est juste pour se dire qu'on a quand même cet héritage d'avoir construit près des bourgs, des maisons lâches. Tout à l'heure, vous disiez, ah, c'était un lotissement, mais je notais quand même que la maison était plutôt grosse, 300 mètres carrés, hein, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et surtout, elle était accolée. Voilà, alors on a aussi des modèles de maisons accolées, mais enfin, le modèle un peu prédominant, c'est plutôt celui de la maison pas du tout accolée, où on pourrait presque mettre en effet un animal productif dans son jardin. Le cadre réglementaire maintenant. Alors tout ça, donc c'est un peu, alors c'est très très rapide, et puis c'est pas une approche historique, mais c'est pour dire un peu, on en est là, et maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Alors d'abord il y a une loi en effet qui s'appelle le zéro artificialisation nette. Alors Denis disait tout à l'heure la sobriété foncière, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant, mais moi j'aime bien le zéro quand même artificialisation nette parce que je crois qu'on n'y est pas tout à fait, et surtout notre modèle en effet notre modèle est très, très étalé en fait, et c'est l'héritage que l'on a entre nos mains. Non seulement il est très étalé, mais si vous regardez là, le petit chiffre que j'ai mis, j'ai pas mis beaucoup de chiffres, mais celui-là je trouve assez parlant. Donc les opérations de moins de 8 logements à l'hectare, 8 logements à l'hectare, c'est vraiment ce que je vous ai montré, le modèle très très étalé, très très lâche, quelque part presque le pire des modèles en termes d'optimisation ou de compacité. Et ben ce modèle-là, c'est celui qui consomme quand même 50% de l'espace dédié au logement, quoi, ce qui est juste assez délirant. C'est dire aussi que s'il consomme ces espaces, il constitue aussi quasiment 50% du potentiel que l'on pourrait réinvestir, en fait. Donc, il nous invite quand même à nous poser la question de comment on va faire. On nous dit on ne va plus consommer de nouveaux espaces, très bien. Je suis plutôt favorable, je trouve que c'est plutôt une très bonne loi, même si on va voir après que ça ne vient pas de sortir. La difficulté est de faire avec des tissus, en effet, de maisons individuelles dans lesquelles les gens sont venus aussi chercher un confort, pas de covisibilité, pas tellement de vivre ensemble d'ailleurs, souvent. C'est l'image de présentation que je vous montrais tout à l'heure. Alors, cette loi, on pourrait se dire, ah, elle a renversé complètement la table, on arrête tout, mais en fait, cette loi, ça fait 50 ans qu'elle existe. Alors, elle ne portait pas le même nom, elle était moins rigide, mais finalement, ça fait 50 ans qu'on se dit, il faut qu'on arrête de consommer de l'espace n'importe comment, il faut qu'on fasse plus compact, il faut qu'on optimise, et puis on ne l'a pas vraiment fait. Voilà, alors j'espère qu'on va le faire maintenant, même si cette loi, son grand défaut, alors j'aimais bien le zéro, parce que le zéro, ça veut dire qu'à un moment, quand même, on dit stop, on dit vraiment stop, on ne s'étend plus, et à la fois, elle est très arithmétique, donc elle nous pose aussi beaucoup de problèmes dans nos métiers, notamment dans les métiers de la planification urbaine, parce que pour avoir une stratégie, quand on dit à un élu ici, c'est fini, c'est zéro, alors que jusque-là, c'était plutôt, on va dire, open bar, c'est un peu le tremblement de terre. Donc finalement, on ne fait plus tellement de projets, mais on fait des comptes. On se dit, toi, t'en consommes un peu moins, moi, j'en consomme un peu moins. Et ça ne produit pas en fait de la forme urbaine, ou très peu, et puis ça ne produit surtout pas de la stratégie urbaine. Je te regarde, Hélène, quand même, parce que tu me... C'est bon. OK. 3 minutes. C'est bon, tu as 3 minutes. Ça devrait aller. Donc, du coup, on a un héritage d'un tissu pas forcément compact, parce qu'on va voir aussi que réinvestir les tissus compacts, c'est plus compliqué parce qu'ils sont déjà finalement
très optimisé, mais on va voir que c'est quand même possible. Donc moi, il me semble que nous, on a plutôt un potentiel dans cet héritage un peu catastrophique qui nous caractérise, c'est-à-dire celui d'un étalement très très fou. Et puis on a autre chose qui se passe qui est quand même, je pense aussi une vraie chance, c'est qu'on n'habite plus tout à fait comme avant. Alors tout à l'heure, je réagissais parce que vous disiez le logement normal ou le logement minimal. Je me le suis noté quelque part hein, sur. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus tellement le logement normal ou minimal, c'est en fait comment on va habiter complètement différemment, un vieux avec un jeune, une double famille, une famille qui revoit ses enfants étudier en partie revenir à la maison parce qu'il est très difficile de se loger. Et en fait, tout ça, c'est peut-être une formidable occasion en fait d'inventer des nouvelles manières de loger. Et on a beaucoup d'expériences assez intéressantes. Je pense que cet après-midi, les opérateurs sociaux vous en parleront. Et peut-être n'en tire-t-on pas assez profit en fait de cette cellule familiale qui change et qui évolue, qui se redessine constamment. D'abord parce que peut-être que nos logements, on l'a eu fait dans les années 70, ne sont pas si évolutifs que ça. Donc là, je vais plutôt m'adresser aux architectes ou aux constructeurs. Et puis parce que peut-être ces modifications nous invitent aussi à penser des espaces de partage un peu différents. Et partager des espaces, c'est forcément faire de l'économie d'espace. Quelque part, partager même une terrasse ou un jardin, partager un petit bout de cuisine ou le petit studio pour accueillir la famille. Et il y a beaucoup d'expériences aussi sur notre territoire qui font des espaces communs. Bah, c'est économiser aussi quand même des mètres carrés. Voilà, donc petit mètre carré par petit mètre carré, on pourrait peut-être commencer à être un peu vertueux. Alors, comment on fait avec cet héritage? Alors là, c'est un peu aussi, c'est un peu un clin d'œil, mais pas pleinement non plus. Donc Lecce, qui est notre maison traditionnelle, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette maison traditionnelle? Alors, elle avait des qualités hier. Elle avait des qualités parce qu'elle pouvait mêler lieu de travail, lieu d'habitat. Elle était très compacte. Elle était plutôt finalement un peu haute, hein. 2 niveaux sur un rez-de-chaussée, c'est quand même un petit peu le bout du monde ici. Elle avait une exposition plutôt très intelligente parce que j'ai pas trop parlé de développement durable ou de bioclimatisme, mais le bioclimatisme, ça fait longtemps qu'il a été inventé par, par nos ancêtres et on pourrait le qualifier de bon sens. Et en ça, cette maison est assez exemplaire sur des ouvertures ombragées, enfin sur ses qualités aussi environnementales, même si les conditions climatiques n'étaient pas bien entendu les mêmes. Du coup, il nous semble que Lecce de demain, bah, elle pourrait retrouver aussi ses qualités, c'est-à-dire mixer des usages, hein, de l'habitat, l'économie, partager aussi des usages, faire du logement collectif, des ressources collectives, des espaces collectifs, et puis être dans une forme de durabilité et d'optimisation énergétique par sa construction même, en fait, par son essence même. Donc peut-être que c'est aussi un modèle inspirant pour des Lecce du XXIe siècle, au-delà de réinvestir Lecce. Puis je vais vous montrer quelques exemples. Donc c'est pas une histoire, mais c'est plus pour faire un petit panorama. Alors vous aurez une image avant-après. Donc là, nous sommes aussi à Bayonne. Voilà. Alors comment on fait quand la ville elle est finie et qu'on ne peut plus s'étaler? Alors on peut démolir et reconstruire. Donc là, c'est l'exemple en effet d'une maison. Enfin là, vous voyez plutôt le jardin sur l'image de gauche, hein. Mais il y avait une maison derrière le jardin. Et puis, pour une maison démolie, je ne me rappelle plus exactement du nombre de logements dans cet immeuble collectif, mais allez, on va dire une vingtaine. Donc, c'est quand même un rapport assez intéressant. Alors oui, vous me direz, on a cramé le jardin, c'est vrai. On est en ville, on est près des transports collectifs, on est à 2 pas, à pied de l'hypercentre. Donc certes, on a imperméabilisé la parcelle à 100%. Voilà. Par contre, on a gagné potentiellement 19 familles par rapport à la maison occupée initialement. Donc on peut se dire quand même qu'en termes de compacité, c'est pas trop mal. Et puis il se trouve que c'est un projet qui passe relativement bien auprès des élus parce qu'il réinterprète, il a des codes quand même de maison. C'est une maison qui a grossi un peu, c'est une très grosse maison, on va dire. Un autre exemple, alors plutôt là vraiment d'une maison existante qui s'est surélevée. Donc là, on n'a pas forcément gagné, en effet, on n'a pas accueilli plus de personnes. Voilà, mais on a agrandi la famille.
on a sans doute, voilà, où on a agrandi son espace parce que l'on y travaille, etc., etc. Un autre exemple, je ne porte pas de jugement hein, sur ces exemples, je dis juste que c'est ce qui se produit en ce moment sur nos territoires. Alors, je porte quand même des fois des petits jugements, mais bon. Là, c'est pareil, nous sommes à Anglette de mémoire, oui, d'ailleurs, c'est marqué. Une maison avec un jardin. Donc là, on n'a pas construit on n'a pas divisé pour construire une seule autre maison, on a divisé pour accueillir de mémoire 8 ou 10 logements. Alors l'image de droite n'est pas très bonne. Ce qu'il faut quand même en retenir, c'est que c'est pareil, on a optimisé, quelque part on a compacifié. Par contre, on a perdu quand même des arbres de qualité et on a potentiellement un peu disqualifié aussi le paysage de nos rues. Donc il faut en être conscient, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être faire en préservant quelques qualités initiales, parce que là, on a un peu tout perdu. Hein. On est aussi dans un exemple où on a imperméabilisé quasiment 100% de la parcelle. Un autre exemple de division, voilà, pour construire une maison un peu plus grosse et a priori plutôt de logements. Je vais assez vite, hein, c'est juste pour faire un petit panorama. Un autre exemple de division pour du logement collectif, on voit qu'à chaque fois, quand même, on imperméabilise quasiment 100% de l'assiette foncière initiale, ce qui pose aussi d'autres questions quand même de respirabilité, quelque part, de viabilité, de conflit d'usage, parce qu'on a créé des covisibilités qui n'existaient pas, etc., etc. Alors là, c'était sur les ensembles de maisons, qui est notre héritage, lequel on va devoir faire et qui est une bonne partie quand même de l'espace de jeu, entre guillemets, qui sera le nôtre dans les années à venir pour reconstruire sur ce qui est déjà construit. Alors, j'ai mis cette petite image, et c'est un clin d'œil aussi à ce que je disais tout à l'heure sur le logement collectif. Parce qu'habiter aujourd'hui dans un logement collectif, qui va être du coup la forme la plus compacte, la plus optimisée d'un point de vue d'ailleurs même structurel, même de la construction, sans doute aussi sur des questions d'énergie, c'est bien, mais c'est bien quand on peut en fait y retrouver quelque part ce qu'on aime bien dans les maisons. Alors, qu'est-ce qu'on aime bien dans les maisons? Pas forcément les jardins japonais, mais les jardins tout court. Donc, comment on fait des espaces extérieurs qui soient des vrais prolongements en fait des espaces de vie. Là où parfois on va nous dire que quand on est en ville, il faut être à l'alignement, il ne faut pas qu'il y ait des débords de terrasse. Je crois qu'au XXIe siècle, l'alignement, les débords de terrasse, en fait, on s'en fout, pour parler un peu vulgairement. Et ça, c'est une vraie quand même révolution dans les métiers de l'urbanisme. Moi, quand j'ai commencé, on faisait vraiment ce qu'on appelait de la composition urbaine. D'abord des grandes pièces urbaines, parce qu'on pouvait encore s'étaler, donc on avait un terrain de jeu vierge de 10 hectares en moyenne, donc on pouvait quand même vraiment composer des rues, des espaces. Aujourd'hui, on compose avec ce qui est là, donc peut-être qu'il faut oublier quelques codes de l'urbanisme de composition, c'est-à-dire l'alignement en ville, oui, mais pourquoi? Il faut que j'avance là, hein, c'est ça, je sens qu'il faut que j'avance. Donc voilà, donc l'idée, c'est de dire aussi comment on peut conférer au logement collectif finalement les qualités de la maison individuelle, et comment on peut peut-être aussi oublier que des normes standards, je m'implante comme ça, je recule de temps par rapport aux voisins, qui n'ont d'ailleurs pas produit forcément toujours beaucoup de qualité urbaine, peut-être qu'il faut complètement repenser le système et le voir autrement. En tout cas, c'est ce qu'on essaye d'initier, nous, dans nos documents de planification, en se disant, on regarde ce qui est là, s'il y a un jardin, on va plutôt se dire, on préserve le jardin. S'il est devant, il est devant, même si j'ai envie d'être aligné sur la rue, je construirai derrière le jardin. Donc c'est quand même une vraie révolution dans les métiers de la conception urbaine. Et puis je vais en finir, hein, quelques petits exemples aussi bien plus compacts. Donc là, nous sommes en Anglette. Quand on fait avec le déjà là, le super potentiel qu'on a souvent, c'est quand même les parkings, parce que dans les centres-villes, il y en a beaucoup. Dans les centres-bourgs, il y en a aussi beaucoup. Et puis, ils ont surtout un gros avantage, c'est que souvent, ils sont publics. Ce sont des fonciers publics. Donc, quand aujourd'hui, on nous dit on ne peut plus faire, on n'en a plus. On n'a pas eu forcément de politique toujours foncière qui font qu'on a un portefeuille foncier très intéressant. Nous, on dit que si. Voilà, alors après, c'est un peu une révolution, c'est-à-dire que dans un village de 300 âmes, quand on commence à dire il faudrait peut-être penser à construire sur le parking public, là, on nous dit non, et quand il y a la fête, et quand il y a le rugby, et quand il y a le. C'est pas grave, si on veut loger, peut-être qu'on va le faire. Et puis il y a un autre avantage, ce sont des fonciers publics et ce sont des fonciers complètement imperméabilisés. Donc je fais le lien
avec ce que j'ai montré précédemment, où parfois la reconquête du tissu pavillonnaire, elle n'a pas que des bienfaits, parce qu'elle détériore aussi nos paysages, nos espaces de nature. Là, on ne détériore pas, on amène de la qualité, puisqu'il se trouve que cette opération, en plus, a créé un jardin, on ne le voit pas sur l'image, j'en suis désolée, un jardin intérieur planté, même s'il est sur dalle, certes, mais il y a des arbres, il y a de la fraîcheur, et il y a surtout des gens qui l'occupent, qui se l'approprient, et ça devient un espace véritablement public. Un autre exemple à Bayonne, où on peut en effet reconquérir des friches, construire sur un petit bout quand même, parce que je pense que ça construit sur un petit bout de parking, et la mêler plutôt des fonctions autres. Alors là, il s'agit plutôt d'un pôle de santé. Et puis, je disais, nos centres-villes sont compacts, voilà, historiquement. Et c'est compliqué du coup de les rendre plus compacts. C'est plus facile de faire de la compacité là où il n'y en avait pas en fait, même si ça pose des questions de conflit. C'est moins évident de le faire là où il y a déjà une occupation forte. Et malgré tout, on croit beaucoup, en tout cas l'agence, on porte beaucoup cette question de la surélévation. Alors, ça ne va pas produire 20 logements. Hein. Alors, vous voyez, là, je l'ai mis en surélève, c'est un exemple à Biarritz. On crée 150 mètres carrés. Alors, potentiellement, on crée 2 logements, 3 logements, 4 logements. Enfin, c'est toujours ça de prix. Et puis, c'est pris sur l'air. Donc, c'est bien, quoi, en fait. Ça se superpose à ce qui est déjà construit. Donc, c'est forcément, quelque part, plutôt assez intéressant. Un autre exemple à Bayonne, dans le centre ancien. Donc, c'est aussi possible dans les centres anciens. Hein, parce que là, on était peut-être moins... Et encore que si, je pense qu'il y avait déjà un peu un classement. Mais parfois, c'est plus facile là où il n'y a pas de contraintes quelque part ou de cadre réglementaire fort lié à un patrimoine urbain et architectural. Mais c'est possible dans les centres-villes anciens. C'est possible sur des réalisations plus récentes. Notre exemple à Biarritz. Et puis voilà, c'est possible. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Posé en miroir de celui d'Anna, donc sur les questions de compacité, de forme urbaine et de compacité, et sur la suite, hein, puisque loger, c'est forcément faire évoluer ce qui existe. Et donc là, tu nous as indiqué toutes les questions que ça pose, tout en nous intéressant évidemment à la question de l'habitat, c'est-à-dire dans quelles conditions on propose de mettre à disposition de nouveaux logements.